Bonjour, aujourd'hui deuxième vidéo sur autrui. On avait vu que cette notion d'autrui portait en elle-même une ambivalence, une bipolarité, parce que autrui c'est à la fois quelque chose qui, ou quelqu'un, juste en l'occurrence, qui est autre que moi, autrui est autre que moi, ce n'est pas moi, mais la spécificité d'autrui c'est que autrui est autre que moi, mais en même temps, il est le même que moi, il est semblable à moi, il me ressemble et je peux m'identifier à lui. C'est ce volet-là qu'on va examiner un petit peu aujourd'hui. Autrui est semblable à moi, notamment parce que comme moi, il est un être conscient, une conscience réfléchie, il se saisit comme un moi-je, il a une intériorité, c'est-à-dire il existe, mais il éprouve aussi qu'il existe et se pose des questions d'ailleurs sur cette existence et il éprouve des tas de choses. Donc autrui comme moi est un moi, c'est un alter ego, un autre moi. Eh bien, cette conscience de soi que nous avons, et cette conscience de moi que j'ai, eh bien, elle ne peut émerger que dans la relation à autrui. Quand on a vu, le cours sur la conscience, on a vu que le bébé, qui sort du ventre de sa mère n'arrive pas en disant: «Coucou, c'est moi». Le bébé ne se sent pas déjà tout de suite, comme un moi-je. Au départ, le bébé, il se sent indifférencié de maman, indifférencié du monde. Il y a pas de séparation nette. Il ne sent pas son corps comme unifié. Il n'a pas conscience de lui comme une unité séparée. Il ne peut pas dire «moi, je» et on avait vu que l'émergence de la conscience supposait, des tas de processus assez complexes qui vont se mettre, en œuvre, jusqu'aux 3 ans de l'enfant, 3 ans, où l'enfant va être capable de dire: «Moi, je» et là, véritablement, il ne fait plus que il se saisit lui-même vraiment comme un moi, je. Avant, il se sentait pas vraiment unifié, pas vraiment séparé. Maintenant, il se saisit en pensée comme un moi, je et il arrive à la conscience de soi. Eh bien, ces processus très complexes qui va permettre à la conscience de soi d'émerger, impliquent forcément une relation à autrui et notamment cet autrui, ces 2 autrui qui vont être vraiment très importants, qui sont nos parents ou en tout cas nos éducateurs. Un enfant, heu, à qui on n'a pas parlé, à qui on n'a pas dit: «Tu t'appelles ceci ou cela», un enfant qui n'est pas dans une relation à autrui ne va pas, développer cette conscience de soi. Notamment le langage est très important, il faut qu'autrui parle à l'enfant pour que l'enfant construise cette conscience de soi qui suppose le langage et donc pour que la conscience de soi émerge, il faut autrui. Il y a Sartre qui, dans le L'être et le néant, va nous raconter une petite histoire qui nous montre comment la conscience de soi émerge grâce au regard d'autrui. C'est l'histoire de quelqu'un qui regarde, dans le trou d'une serrure. Il regarde dans le trou d'une serrure et il voit vraiment, la scène. Mais au moment où il regarde la scène, il n'a pas conscience de lui. Il est tout entier perdu dans ce qu'il regarde. Il n'est pas capable de dire: «Ah oui, je suis en train d'épier mon voisin». Et c'est seulement quand il entend un petit bruit derrière lui, qu'il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui le regarde, tout à coup, il va passer de la conscience immédiate, où il ne fait que regarder ce qu'il observe, à la conscience réfléchie et à la honte d'ailleurs, et il va dire: «Ah oui, mais je suis en train d'épier, ça se fait pas» et cetera. C'est le regard d'autrui qui va créer ce passage entre la conscience immédiate et la conscience réfléchie. C'est parce qu'autrui porte un regard sur moi
que je vais prendre conscience de ce que je suis, de ce que je fais et que je vais pouvoir me saisir comme moi je. Alors dans cette histoire, de la personne qui regarde dans le trou d'une serrure, eh bien il s'agit d'un adulte, mais c'est le même processus pour l'enfant. L'enfant va prendre conscience de lui parce qu'il y a un regard posé sur lui qui va l'amener peu à peu à prendre conscience de ce qu'il est, de qui il est. Lacan, va nous parler du stade du miroir dans les 1 mois, les premières années de l'enfant, hein. Ça se fait entre le 9e mois et disons le 15e mois. C'est quelque chose qui prend du temps, mais ça commence vers le 9e mois. L'enfant, en fin de compte, ne se sent pas comme une unité, il ne ressent pas son corps comme unifié, il ne se saisit pas comme moi, je. Et il va se regarder dans le miroir et au moment où il se regarde dans le miroir, il y a son parent qui va lui dire: «C'est toi». Et l'enfant, du coup, va s'identifier au regard de son parent qui est porté sur lui et il va s'identifier à l'image de lui dans le miroir, image unifiée en effet, alors qu'il ne se sent pas comme unifié. Et donc c'est à partir de là qu'il va se constituer comme un moi-je. C'est une étape essentielle, le stade du miroir, mais ce stade du miroir ne serait pas possible s'il n'y avait pas autrui. Et puis, dans la constitution de notre identité, eh bien, cette constitution de qui je suis, mon caractère, et cetera, eh bien, cette constitution de mon identité se fait par une suite d'identifications successives. Même en psychanalyse, on va parler d'introjection, c'est-à-dire que je vais introjecter, prendre en moi des caractéristiques de maman, de papa ou d'autres. C'est par une suite d'identification à l'autre que je me constitue comme qui je suis. Je vais m'identifier d'abord à mes parents, je vais m'identifier à des camarades, je vais m'identifier ensuite peut-être à des éducateurs, puis à des héros, puis à des pop stars, etc. Ce que je suis, mon identité, se constitue par une suite d'identification à autrui. Donc autrui est essentiel dans la création de ce que je suis comme être conscient. Tout d'abord parce que la conscience de soi nécessite la présence d'autrui et la présence aussi du langage, et aussi parce que mon identité se construit par une suite d'identification à autrui. Et dans ma relation à l'autre, il va y avoir un élément essentiel, c'est mon besoin de reconnaissance. Pour me constituer, comme une identité, j'ai besoin qu'autrui me reconnaisse. Si je ne suis pas reconnue, je ne sens pas que j'ai véritablement une identité. Besoin essentiel que chacun nous ressentons, hein. Nous avons un besoin essentiel de reconnaissance d'autrui. Maintenant, autrui, mon semblable, parce que nous sommes conscients, nous éprouvons que nous existons et nous éprouvons tout un tas de sentiments, d'émotions. Heu et il y a cette idée dont j'ai parlé dans le premier cours, qu'il y aurait une communauté, d'émotions, de sentiments que tous les êtres humains partagent simplement parce qu'ils sont humains. La tristesse, la joie, la colère, la haine, la peur, l'amour, tout un tas d'émotions que nous partageons. Il y a cette idée que, bien que nous soyons différents, eh bien fondamentalement, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Alors évidemment, par exemple, moi, je ne suis pas un horrible tortionnaire qui a torturé des tas de gens. Donc j'ai l'impression que le tortionnaire est absolument autre que moi. Mais Heu, il y aurait cette idée que cette haine qui est au fond du tortionnaire et qui le pousse à être cruel et cetera, eh bien cette haine, peut-être qu'elle n'est pas aussi développée chez moi, mais elle est quand même chez moi et je peux la trouver. Et cette haine que je peux trouver chez moi, peut-être de manière beaucoup moins développée que chez le tortionnaire, va faire que moi et le tortionnaire, d'une certaine manière, on n'est pas absolument différents.
Il y aurait comme des petits tiroirs à émotions, à sentiments, que tous les hommes posséderaient. Alors il y a certains petits tiroirs à sentiments, à émotions que moi je n'ouvre pas très souvent et que d'autres ouvrent beaucoup plus souvent et qui du coup prennent beaucoup plus d'ampleur. Mais cette idée que tous les hommes partagent une même palette d'émotions. Alors dans le théâtre de Stanislavski, c'est un grand théoricien du théâtre qui a, été à la source de pas mal de formations théâtrales, notamment l'acteur studio. Il y a cette idée que justement on peut tout jouer. Le comédien peut jouer tous les rôles justement parce que rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Même si je ne suis pas du tout agressive dans mon comportement, quotidien, eh bien j'ai en moi quand même ce petit tiroir avec l'agressivité, la colère et cetera. Et être comédien, c'est essayer de se connaître mieux, essayer d'aller contacter en soi toute cette palette d'émotions, tous ces petits tiroirs à sentiments, à émotions, qui fait que je suis le même que tous les autres et arriver à aller puiser dans ces petits tiroirs à émotions, par exemple le petit tiroir de la cruauté, qui existe bien chez moi, même si je l'ouvre pas souvent, mais il est là. Et donc aller contacter ce petit tiroir de cruauté qu'il y a en moi, qui va me permettre, par exemple, de jouer le rôle d'un tortionnaire. Donc voilà cette idée que nous sommes semblables. Évidemment, nous sommes différents. Certains sont beaucoup plus doux, d'autres beaucoup plus cruels, certains se mettent en colère, d'autres ne se mettent pas en colère. Nous sommes différents, mais fondamentalement, en nous, il y a toute la palette des émotions, des sentiments, et on peut aller euh, en contact avec cela. Et c'est justement ça qui va nous permettre peut-être de comprendre les personnes qui nous semblent les plus étrangères. Parce que fondamentalement, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Même le meilleur et même le pire. Voilà. Donc cette idée donc que nous partageons tous des sentiments naturels qui sont communs. Et parmi ces sentiments naturels, on a vu que Rousseau va en identifier un qui est essentiel. C'est un sentiment qui est non seulement commun à tous les hommes, mais qui va nous lier les uns aux autres. C'est le sentiment qu'il appelle pitié. Alors encore une fois, ce que Rousseau appelle pitié, c'est pas cette pitié qui fait que je regarde l'autre de haut en le plaignant et en disant moi je suis supérieur à toi, pauvre de toi. Non, sentiment de pitié, c'est le sentiment qui fait que euh, quand l'autre souffre, eh ben je souffre. Ou alors pour ne pas souffrir, faut que je me défende. Il y en a qui se défendent très bien. Voilà, ce sentiment qui fait que je m'identifie de manière immédiate à autrui et qui fait que quand autrui est dans la difficulté, eh ben ça peut pas me laisser indifférent. Donc ce sentiment de compassion et qui est d'après Rousseau à la source de la moralité parce que je sens de manière immédiate que même si l'autre est séparé, même si l'autre est différent, l'autre est le même que moi. Donc je ne peux pas fondamentalement lui vouloir du mal. Mais hélas, ce sentiment de pitié, même s'il est en chacun, quelquefois il est très contrebalancé par notre sentiment de jalousie, par notre besoin d'agressivité, etc. Bien, donc autrui est semblable à moi parce que comme lui, comme moi, autrui est un être conscient qui éprouve des choses, qui a une intériorité. Et ma conscience ne peut émerger que dans la relation à autrui. Mon identité se fait par identification, ce qui amène Sartre à dire que euh, autrui est le médiateur entre moi et moi-même. Autrui est médiateur entre moi et moi-même. Un médiateur, c'est un intermédiaire. Hein. Média, c'est intermédiaire. Eh bien, autrui est le médiateur entre moi et moi-même. C'est par l'intermédiaire d'autrui que je deviens moi-même et que je me crée une identité et que je peux me reconnaître comme moi-même. Autrui est mon semblable aussi parce qu'il possède une raison. Alors souvenez-vous le cours qu'on avait fait sur Malebranche et cette idée qu'il y aurait une raison universelle qui traverse tous les hommes,
quelle que soit leur culture, et qui leur donne accès à des vérités universelles. Et justement, cette universalité de la raison, si vraiment elle existe, fait que je suis reliée à l'autre. Vous vous souvenez de cette image? On est tous enfermés dans notre intériorité. Autrui n'a pas accès à mon intériorité, j'ai pas accès à l'intériorité d'autrui, mais si nous entrons en nous-mêmes, au centre de nous-mêmes, nous allons constater que nous sommes traversés par quelque chose de plus grand que nous, par la raison, et que cette raison, je la trouve en moi-même, et elle passe aussi au centre d'autrui. La raison est comme un fil qui nous relierait les uns aux autres, comme les perles d'un collier. Donc il y aurait, d'après Malebranche, une universalité de la raison qui fait que bien que nous soyons séparés, eh bien nous sommes tous traversés par cette raison universelle qui nous donne accès à des vérités universelles qui fait que nous pouvons comprendre nos raisonnements, on peut faire des mathématiques, de la philosophie ensemble, on peut raisonner ensemble et se comprendre. Alors cette raison, d'après Malebranche, elle nous donne accès non seulement à des vérités mathématiques, hein, qui fait que je peux faire des mathématiques avec vous, et bien qu'on soit séparés, on parle de la même chose, hein. Vous voyez les mêmes vérités que moi. D'après Malebranche, on a vu que cette raison, elle nous permettait aussi d'avoir accès aux mêmes vérités morales. C'est-à-dire que bien que nous soyons différents, nous pouvons nous comprendre sur ce qui est juste et injuste, bien ou mal. Bon, c'est cette même idée, sauf que il y a des différences parce que pour Kant, c'est une raison pratique qui nous donne accès à la morale, mais il y a aussi cette idée d'une raison universelle qui est source de la morale et qui nous ordonne de respecter autrui. Cette idée, on la trouve chez Kant. Donc autrui, c'est mon semblable aussi parce que autrui possède, comme moi, une raison. Autrui est mon semblable aussi, c'est parce qu'il est un être de langage. Et le langage va faire que nous allons pouvoir justement communiquer nos pensées conceptuelles en tout cas. Par exemple, quand je fais un raisonnement, nous avons une raison commune et cette raison va s'exprimer dans un langage. Et si nous avons la même langue, nous allons pouvoir nous comprendre. Le langage nous inscrit dans un monde commun, plus précisément la langue, c'est-à-dire le système de signes, nous inscrit dans un monde commun. Par exemple, quand je suis français, que je parle français, il y a un certain monde porté par la langue française. La langue induit une certaine vision du monde et quand on partage une langue, on partage d'une certaine manière une même manière de voir, de percevoir le monde. Le langage me permet de communiquer mes pensées conceptuelles, c'est-à-dire les pensées que je fais grâce à ma raison. Le langage permet d'ailleurs à la raison d'émerger, hein, parce que sans langage, comment avoir une pensée rationnelle? La raison a besoin de mots. Mais le problème, c'est que même si le langage évidemment nous permet de communiquer, est-ce qu'il nous permet vraiment d'exprimer à autrui ce que nous ressentons, nos émotions, nos sentiments? Mais ça peut-être que évidemment on s'en sert. Par exemple, si je vous dis: «Je suis triste», j'essaye de vous exprimer ce que je ressens. Si je vous dis: «Oh, je me sens très bien» et j'essaye d'exprimer ce que je ressens pour que vous, autrui, vous me compreniez. Vous compreniez mes émotions, là, pas seulement mes pensées conceptuelles, mais mes émotions. Donc j'essaye de communiquer ce que je ressens dans mon intériorité grâce au langage. Mais est-ce que le langage permet vraiment cela? Est-ce que le langage permet vraiment d'exprimer sans les trahir mes émotions, mes sentiments? D'après Bergson, non. Le langage ne nous permettra jamais d'exprimer de manière vraiment juste ce que nous ressentons. Le langage nous trahit toujours. Il nous trahit, il ne permet pas de traduire en mots de manière exacte ce que nous ressentons et du coup, eh ben, il y a un gros problème justement pour communiquer avec autrui quand on va au-delà de la pensée conceptuelle. Pourquoi cela? Pour une raison assez simple. Dans le langage, on utilise des mots. Or, des mots, c'est quoi? Ce sont des termes généraux qui sont valables
pour des tas d'éléments singuliers. Par exemple, le mot chêne, c'est un mot, ou le mot arbre, c'est un mot qui est unique et qui sert à désigner toute l'infinité des arbres possibles. C'est un mot commun, forcément, qui renvoie à une infinité d'arbres singuliers, cet arbre-ci, cet arbre-là. Et forcément, donc, le mot ne note de la réalité que ce qui est commun. Le mot forcément est commun. Sinon, il faudrait inventer un mot pour chaque réalité singulière. Et donc, on ne pourrait même pas communiquer. Donc, le mot est commun. Or, ce que nous ressentons, c'est toujours singulier. Ce que je ressens, c'est toujours singulier. Par exemple, cet amour que je ressens en ce moment, cet amour, je vais l'appeler amour. Mais le mot amour, c'est un mot qui est comme une étiquette et qui renvoie à des tas de choses. Je peux, le verbe aimer, il peut être employé pour, j'aime les betteraves ou alors, j'aime les mathématiques ou alors, je t'aime, donc en fin de compte, je veux profiter de toi ou alors je t'aime, simplement je suis heureux que tu existes ou je t'aime, je te désire ou, j'aime manger du chocolat et cetera. Ce mot amour, c'est un terme générique, un mot commun, qui renvoie à des tas d'émotions ou de sentiments qui peuvent être très différents. Ce que je ressens est toujours singulier et les mots pour exprimer ce que je ressens sont toujours communs. Donc, les mots ne pourront jamais exprimer adéquatement les émotions, les sentiments qui sont toujours singuliers. Alors évidemment, pour essayer, de m'exprimer de manière plus efficace, je vais pouvoir juxtaposer les mots. Je vais dire: «Je t'aime» avec infiniment de douceur, mais aussi un peu de haine et de jalousie et en même temps bon voilà, je vais essayer de juxtaposer les mots pour essayer de préciser grâce à des mots qui sont communs, le sentiment unique que je ressens, mais d'après Bergson, ce sera toujours insuffisant. On ne pourra jamais exprimer de manière adéquate, ce que nous ressentons grâce aux mots. Et voilà, vous avez peut-être déjà senti ça, hein, quand vous voulez vraiment être, authentique, quand vous voulez vraiment communiquer à autrui ce que vous ressentez, en étant vraiment vrai, eh ben, peut-être que certains d'entre vous ont déjà éprouvé cette difficulté de trouver le mot juste avec cette idée que rien ne peut me permettre d'exprimer ce que je ressens. Voilà, ça c'est Bergson qui va nous le dire en disant, que, les mots sont comme des étiquettes et que le langage est incommensurable avec la pensée et ici il pense notamment avec, l'expression des émotions, des sentiments. Mais ça, à cela va s'ajouter une autre difficulté dont j'ai déjà parlé, parce que le langage, évidemment, c'est ce qui va me permettre de construire un pont entre mon intériorité et celle d'autrui. Même si ce pont est insuffisant, c'est quand même un pont. Mais le problème, c'est que le langage, c'est aussi toujours la possibilité de mentir. Et la question, c'est comment être certain de ne pas être dans une illusion de compréhension. Est-ce qu'autrui, quand il me parle, m'exprime vraiment ce qu'il ressent? Est-ce qu'il n'essaye pas de me tromper? Et même s'il n'essaye pas de me tromper, quand j'ai l'impression de le comprendre, est-ce que je le comprends vraiment? Est-ce que je n'interprète pas abusivement? Et en plus, est-ce que l'expression de ce qu'il ressent, est-ce qu'elle ne loupe pas l'essentiel? Alors peut-être qu'il y a d'autres moyens que la parole, que le langage pour communiquer. On peut penser aux mimiques, on peut penser à la danse, on peut penser aux œuvres d'art, on peut penser aux caresses, mais il y a toujours ce risque quand même de mécompréhension. Voilà, donc autrui, c'est l'autre que moi. Il est autre que moi, il est séparé de moi, je le ressens comme séparé de moi. Vous vous souvenez que pour les bouddhistes, cette séparation est illusoire, hein. Pour les bouddhistes, l'autrui, il est autre que moi parce que je le saisis par ma conscience autre que moi, mais fondamentalement pour les bouddhistes, autrui n'est pas séparé de moi. Nous sommes comme les petites vagues d'un même océan. J'ai pas accès à son intériorité. Le problème, c'est comment comprendre autrui et comment faire en sorte qu'autrui me comprenne.
Et puis autrui, il peut s'opposer à moi, il peut être en danger potentiel. D'autant plus qu'il a les mêmes besoins et les mêmes désirs que moi. On a vu que autrui, il est semblable à moi parce qu'il est un être conscient qui possède une intériorité, que cette conscience ne peut émerger que dans un rapport à autrui, que mon identité se fait par identification à autrui et que donc j'ai besoin d'être reconnue par autrui, avec cette idée qu'il y aurait comme une communication immédiate avec autrui, avec un sentiment d'identification à autrui qui serait naturel et que Rousseau appelle la pitié. Autrui est semblable à moi parce qu'il est comme moi un être raisonnable, un être rationnel plus précisément. Nous serions tous traversés par quelque chose de commun qui nous donne accès aux mêmes vérités. Et autrui, il est comme moi parce qu'il est un être de langage et par le langage, nous pouvons communiquer entre nous. Mais cette communication, si elle nous permet de communiquer des pensées conceptuelles, on va essayer de l'utiliser aussi pour communiquer nos émotions, nos sentiments, mais cette communication est imparfaite, parce que les mots sont imparfaits pour exprimer ce qu'on ressent, parce que les mots peuvent être utilisés comme des paravents pour nous tromper, pour mentir. Et voilà, avec cette question, mais est-ce qu'on ne peut pas communiquer avec autrui autrement que par des mots? Oui, évidemment. Mais est-ce qu'on est vraiment certain de ne pas être dans une illusion de compréhension? Et je recommence, je finis ce cours avec cette idée. Donc autrui est toujours en même temps mon allié, celui que je recherche, dont j'ai besoin. En cette période de confinement, on se ressent à quel point nous avons besoin d'autrui. Mais c'est en même temps celui qui m'insupporte, que je ne supporte pas. Il fait chier, il prend ma place, il m'énerve, etc. Donc, il est à la fois celui que je recherche et celui que je redoute. Et puis, il est d'un danger potentiel, hein, toujours. En ce moment, on le ressent toujours. Quand on va dans les magasins, on voit toujours que, certes, on a envie d'être ensemble, mais l'autre me regarde comme un danger potentiel. Voilà, cette idée qu'il y a une double polarité dans la relation à autrui. Autrui, mon amour, et autrui, mon ennemi. Amour, haine. Bon, je recommence pas, je l'ai déjà fait dans la première vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.